C'est l'heure de l'échiquier international, Madame, Monsieur. Bonsoir. Le Sahara occidental est plus que jamais au cœur de l'actualité internationale avec des événements comme l'université d'été des cadres du Front Polisario qui marque sa 13e édition cette année et qui prendra fin demain. Elle s'est déroulée pour rappel dans la ville algérienne de Boumerdès ou encore les discussions à Londres entre le ministre sahraoui des Affaires étrangères et des Affaires africaines avec le ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors que de nouvelles dynamiques diplomatiques se dessinent et que des événements s'accélèrent, notamment avec Reporters sans frontières qui mit le Maroc au pilori concernant la répression des détenus journalistes ou encore des journalistes tout court, sahraouis bien évidemment. Et dans le même moment, les ONG défenseuses des droits humains de leur côté font pression sur l'occupant marocain concernant la situation des détenus politiques dans les geôles de l'occupant. Et pendant ce temps-là, évidemment, l'occupant marocain poursuit ses politiques répressives et d'apartheid, allant jusqu'à tenter de normaliser son occupation des territoires sahraouis via le cinéma, sans oublier l'exploitation illégale des ressources sahraouies. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. On revient dans quelques minutes. Et pour discuter de ces enjeux brûlants et des récentes percées diplomatiques sahraouies, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Al-Kanti Bala, diplomate sahraoui, qui nous éclairera sur l'évolution de la situation et la place du Sahara occidental dans l'arène géopolitique internationale et surtout comment répondre aux manœuvres de l'occupant marocain, quels soutiens internationaux pour le peuple sahraoui qui lutte contre l'oubli. Mais bonsoir Al-Kanti Bala, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci surtout à vous de m'avoir invité. Merci, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. El Kanti Bala, avant de revenir sur les questions annoncées dans mon introduction, je voudrais revenir avec vous sur la création par le président du Sahara occidental, Brahim Ghali, d'un groupe de suivi concernant l'exploitation illégale des ressources multiples du Sahara occidental. On doit toujours rappeler cette exploitation illégale qui marque justement un pas en avant dans la lutte du peuple sahraoui face aux violations marocaines, quand on sait surtout qu'il y a une série d'arrêts juridiques rendus par les instances internationales reconnaissant le droit du peuple sahraoui sur ces ressources naturelles, qu'elles viennent de l'Union africaine ou encore de l'Union européenne, et surtout sans oublier le droit international qui, bien évidemment, affirme que tout territoire occupé l'occupant ne peut pas exploiter finalement les ressources des terres qu'il occupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'importance de ce groupe créé par le président sahraoui? Écoutez, l'importance d'un tel groupe découle de l'importance du thème lui-même, c'est-à-dire la- 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 l'exploitation illégale de la force d'occupation marocaine, épaulée en cela avec un capital international féroce, et donc tout cela a complique davantage le travail de la MINURSO, entrave les affaires des Nations Unies, empêche un règlement pacifique, bafoue tout simplement le droit international. Donc on touche là à un thème extrêmement important, et comme vous le savez très bien, le Front Polisario a été conscient de ces enjeux dès le début, dès que grosses entreprises comme Total Fina Elf à une époque où Kerr-McGill américaine, etc., ont voulu quelque part euh, impliquer leurs entreprises dans l'exploitation des richesses sahraouies. Donc le Front Polisario, dès cette époque-là, c'est-à-dire je pense en 2000-2001, est conscient de la gravité de cela. Et en même temps, entend dire à la communauté internationale que le Front Polisario a l'obligation et le devoir de défendre le peuple sahraoui et l'ensemble de ses intérêts, y compris ses intérêts économiques. C'est la raison pour laquelle cette bataille juridique qui a commencé assez tôt et a continué jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs a donné, il faut le souligner, de résultats substantiels après la décision de la CJE d'octobre 2025, d'octobre dernier.
Très bien, Al-Kantibah, là on poursuit concernant justement cette commission de surveillance de Excusez-moi, pillage. Pardon? je voudrais ajouter une chose. Elle est Mhm. d'autant plus importante que le Maroc ayant comme stratégie fondamentale de impliquer le capital international Justement. pour que, voilà, pour que finalement on ne parvienne pas à une solution telle que celle agréée par l'ONU. Justement, Al-Kantibah, là vous faites bien de signaler le rôle que vont peut-être, enfin, que tentent de jouer les puissances internationales via des multinationales et surtout les investissements multiples qui sont en train de faire au sein des territoires sahraouis occupés, toujours de façon illégale. Justement, quand on sait, comme vous l'avez signalé, que les puissances internationales se bousculent et tentent d'investir au sein des territoires occupés, cette commission, finalement, est-ce qu'elle met au centre de cette occupation marocaine les ressources du Sahara occidental et réaffirme leur importance comme étant finalement, je m'excuse de l'expression, comme le bras de fer finalement entre le peuple sahraoui qui lutte pour sa libération, son indépendance et récupérer ses ressources et jouir de ses droits et de son droit inaliénable d'édifier un État, et de l'autre côté, comme vous le dites très bien, le grand capital ou l'impérialisme international avec ses percées diplomatiques qui tentent par le Sahara occidental de s'implanter de plus en plus au Maghreb, de plus en plus en Afrique du Nord et de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Quand un pays s'adonne à l'occupation d'un autre pays, l'une des raisons fondamentales de cette occupation est évidemment l'accaparement de ses ressources naturelles. C'est ce qu'a fait le Maroc dès le départ en s'appropriant le plus grand gisement au monde des phosphates, celui de Fos-Boukra, et profitant de l'accord de paix en 1991, il a, au lieu d'aller de bonne foi vers la recherche d'une véritable solution pacifique, il s'est mis à vouloir exploiter les autres ressources naturelles et impliquer en cela les entreprises internationales. Donc, évidemment, cela pose des problèmes fondamentaux pour le Front Polisario en tant que mouvement de libération nationale, parce qu'il se trouve de fait non pas seulement face à l'état d'occupation marocain, mais également face à des entreprises internationales qui sont d'ailleurs, qui peuvent être aussi défendues par leur État. Je prends par exemple l'entreprise Engie, qui est une grande entreprise en matière d'énergie, qui a décidé de s'impliquer dans l'exploitation des ressources éoliennes. Engie est une entreprise où l'État français est assez présente, même très présente, avec une participation de grands fonds institutionnels internationaux. Et donc, c'est exactement ce que veut le Maroc. Euh, je dirais la même chose pour les autres entreprises comme Siemens, mais aussi des entreprises relevant de l'entité sioniste qui, évidemment, voient dans l'occupation marocaine une espèce de justification quelque part indirecte de ce qu'elle fait en Palestine. Donc, des entreprises israéliennes sont également présentes dans la recherche pétrolifère, mais également dans d'autres secteurs. Donc, le combat du peuple sahraoui concernant ce sujet est un combat fondamental. Et il est d'autant plus fondamental que la victoire pourrait être assurée, étant donné que le statut du Maroc occidental est un statut qui n'est pas reconnu par les Nations Unies, étant donné également les différents arrêts et avis juridiques de haute facture produits par exemple, Hans Corell, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires juridiques, mais aussi la CGIE, mais aussi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais également la Cour suprême sud-africaine. Toutes ces juridictions qui ont eu à faire à l'exploitation des ressources sahraouies ont tranché d'une façon explicite. Le Maroc n'a rien à faire au Sahara occidental. Le Maroc est une force d'occupation et par conséquent ont tous précisé
que l'exploitation des ressources sahraouies demeure bien évidemment illégale. C'est ce qu'entend le Front Polisario faire prévaloir par justement ce combat qu'il compte mener non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique, sur le plan médiatique et sur le plan des institutions internationales diverses et variées, y compris également vis-à-vis de ces entreprises elles-mêmes impliquées. Très bien, Al-Khantiba. Là, on passe à une autre tentative de l'occupant marocain de normaliser son occupation du Sahara occidental. Non seulement il essaye d'avoir la même mise sur ses ressources, mais là, il a d'autres visées qui sont des projets culturels, en plus des projets touristiques dans les territoires occupés de Dakhla, où les reportages, les influenceurs internationaux, notamment occidentaux, sont appelés pour montrer le Dakhla, la Dakhla occupée comme étant un partie prenante presque des territoires marocains. Et je reviens à ce film de Christopher Nolan qui a été justement tourné dans les territoires occupés, plus précisément à Dakhla. Ces tentatives de normalisation aujourd'hui. Et je rappelle aussi que la communauté internationale, les militants et les amis du Sahara occidental on dénonce ces faits du royaume et de l'occupant. Aujourd'hui, ces pratiques, pardon, de l'occupant marocain. Aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez, vous, aujourd'hui, en tant que diplomate sahraoui, en tant que Sahraoui finalement, comment vous percevez ces tentatives de normalisation de l'occupant marocain quand on sait que le Maroc, c'est pas la première fois qu'il essaye de faire de l'accaparement culturel. Je fais référence notamment à l'ensemble de l'accaparement du patrimoine maghrébin ou encore lors de Ramadan précédent, lors des séries de Ramadan, quand on a fait entrer dans ces séries des personnages israélien, sioniste est tenté de normaliser encore une fois les relations avec l'entité sioniste ou de banaliser presque les relations avec l'entité sioniste et l'occupation. Oui, encore une fois, ce n'est pas surprenant de la part d'une force d'occupation étrangère que d'utiliser tous les moyens, y compris immoraux, pour normaliser son occupation ou pour détourner les regards sur les crimes, parce que l'occupation est un véritable crime. Et je dirais également un autre mot en direction des acteurs artistiques. Dans ce cas que vous citez, Christopher Nolan, c'est vraiment extrêmement regrettable que des acteurs, ou des réalisateurs utilisent la culture pour blanchir l'occupation et pour aggraver la souffrance d'un peuple qui souffre sous le joug colonial, alors que la culture en tant que telle est par essence un véhicule de paix, de fraternité entre les peuples et d'élévation d'esprit. Nous voilà donc face à une entreprise détournée de la fonction même de la culture par ces individus qui vient là épauler un colonisateur qui pratique de la torture, de la disparition forcée, des assassinats, enfin tout type de crimes contre des civils sans défense. Donc franchement, je formule l'espoir que tous ceux qui travaillent dans le champ culturel s'éloignent de ce tentative vraiment, je dirais, misérable sur le plan humain et hautement condamnable sur le plan moral et de plus illégal. Très bien, Al-Khatibala. Est-ce que vous pensez finalement qu'on tente de banaliser cette occupation, qu'elle soit... On oublie souvent que finalement, le Sahara occidental est une question de colonie, de peuplement. Oui, il y a absolument la banalisation du fait colonial, la normalisation avec une situation anormale. C'est exactement ce vers quoi tend l'ensemble des efforts de l'État colonial marocain et évidemment l'occupation, il a une obsession, c'est-à-dire légitimer quelque chose d'illégitime. C'est ce que fait le Maroc. Et ce faisant, il commet énormément de crimes.
y compris le déplacement de Mhm. populations colonialistes, des colons à l'intérieur du territoire colonisé, L'établissement ce de qui nouvelles constitue en colonies soi l'établissement de nouvelles colonies dans les territoires sahraouis occupés. tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, énormément de colons ont été ramenés de force d'ailleurs. Mhm. Souvenons-nous, en 1991, le régime marocain a intimé l'ordre à des milliers de familles marocaines, euh, dont, en général des campagnes marocaines, en leur imposant un déracinement brutal, ce qui a fait que ces mêmes colons, étant donné le déracinement violent qu'ils ont subi en 1991, à l'origine, c'était pour participer frauduleusement dans le référendum, et eux-mêmes ont commencé à être vraiment violents à l'égard des citoyens sahraouis autochtones et sont devenus un bras quelque part des forces d'occupation marocaines, que ce soit la police ou l'armée. C'est une situation dramatique que vivent les Sahraouis dans les territoires occupés. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment regrettable de voir des gens de la culture, comme les personnes que nous avons citées précédemment, tenter de participer à cette opération de blanchiment de l'occupation marocaine. Très bien, Kantibala. On revient à, vous avez très bien fait d'ailleurs d'en parler de la situation des prisonniers, la situation des droits de l'homme de façon générale et globale des citoyens sahraouis sous le joug de l'occupant marocain. Si on revenait au cas de Bachir Haddad ou encore des détenus des musiques et la liste, Naama Asfari, et la liste est très longue, les répressions que subissent les membres du Polisario, représentants légitimes du Front Polisario. Si je peux même me permettre de vous poser cette question qui est un peu personnelle, vous avez vous-même été détenu sahraoui. Votre témoignage nous intéresse ce soir. Quelles sont les conditions de vie aujourd'hui dans les détenus sahraouis, surtout quand on sait que des ONG, des organisations comme Amnesty International ou Reporters sans frontières, qui jusque-là se sont montrés quelque peu très timides concernant la situation des droits humains et la situation des détenus sahraouis, parlent. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions carcérales, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que finalement, l'occupant marocain a outrepassé les limites, si on peut, et je mets ça entre guillemets, de l'acceptable ou de ce que le deux poids, deux mesures peut accepter? Vous avez tout à fait raison que le régime d'occupation marocaine a franchi depuis très longtemps l'inacceptable. Et pour lui, le peuple sahraoui n'existe pas et ne devrait pas exister. C'est la raison pour laquelle Hassan II, ses déclarations officielles sont encore consignées, dans lesquelles il dit que les Sahraouis doivent disparaître de la surface, tout simplement. Et c'est une logique tout à fait criminelle et en même temps tout à fait attendue parce que n'ayant pas la reconnaissance des Nations Unies et des autres États de sa souveraineté sur le Sahara occidental, la seule solution qui lui reste, c'est se faire disparaître le souverain de ce territoire, c'est-à-dire la population. Et c'est la raison pour laquelle, dès 1975, dès les premiers jours, l'armée marocaine s'est livrée à des rafles de centaines de Sahraouis, hommes, femmes, y compris enfants, en les faisant disparaître. J'ai moi-même, vous l'avez souligné, vécu cette expérience douloureuse de disparition forcée. C'était vraiment des milliers de Sahraouis qui ont été raflés et disparus. Certains sont morts sous la torture sauvage, d'autres sont décédés parce que tout simplement n'avaient pas trouvé une aspirine pour se soigner. Donc, les conditions sont extrêmement terribles. Tout cela est consigné dans de bons nombres de rapports d'organisation des droits de l'homme. Le Maroc a été condamné à plusieurs reprises par le Comité des Nations Unies contre la torture, mais aussi par les différents groupes des Nations Unies, notamment le groupe contre la disparition forcée, contre la torture, etc. Donc, le Maroc a violé un ensemble de traités qu'il a lui-même ratifiés et donc il est temps que vraiment, c'est mon souhait le plus cher, soit banni de la communauté des nations tant qu'il occupe le Sahara occidental.
Très bien, Kantibala, et surtout merci d'avoir apporté votre témoignage personnel concernant les conditions de détention dans les geôles de l'occupant marocain. Par-dessus tout cela, Kantibala, il y a quelque chose d'important qui se déroule actuellement. Je rappelle aussi que le Maroc ou l'occupant marocain a empêché à plusieurs reprises les ONG d'avoir accès au territoire occupé et même la MINURSO n'arrive pas à avoir accès au territoire occupé. Cela dit, j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'autre, de cette mobilisation internationale en faveur du peuple sahraoui. Je rappelle qu'à Marseille, la semaine dernière, ou il y a quelques jours, il y a eu un hommage ou des manifestations de soutien aux enfants sahraouis. Il y a aussi les travailleurs brésiliens les syndicats des travailleurs brésiliens qui ne cessent d'exprimer leur solidarité avec le peuple sahraoui en Amérique latine, en Afrique, en Asie, même en Europe, en Angleterre, partout dans le monde aujourd'hui, on voit une mobilisation populaire internationale très importante en faveur du peuple sahraoui, de soutien pour le peuple sahraoui. Là aussi, je fais appel à votre témoignage personnel. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, aujourd'hui, en tant que militant sahraoui, en tant que sahraoui, de voir cette mobilisation internationale, alors que les instances internationales, alors que l'ONU peine à faire passer ces résolutions, peine à montrer cette solidarité qui est importante aujourd'hui? Vous avez raison de souligner cela. Si le Maroc n'a pas réussi à légitimer le fait colonial qu'il impose au Sahara occidental, et si ses soutiens et ses sponsors, y compris au sein du Conseil de sécurité, n'ont pas réussi en cela, c'est en particulier, entre autres choses, bien évidemment, la lutte acharnée du peuple sahraoui à l'intérieur des territoires occupés ou dans les camps de réfugiés. C'est en particulier grâce à cet élan international de tout temps qui a rendu la cause sahraoui visible, légitime, légale. À travers les ans, des comités de soutien se sont constitués dans bon nombre de pays, en Europe, en Amérique latine, en Afrique, qui ne veulent pas que l'occupation étrangère soit quelque chose de normal ou d'accepté. Je dois ici rendre hommage à la société civile algérienne, à l'État algérien, au peuple algérien, qui ont soutenu fraternellement leurs frères sahraouis dans ce moment extrêmement difficile et douloureux qui est l'exil, qui est l'occupation. Et je dois également remercier la société civile d'avoir organisé tout récemment à Boumerdes, vous l'avez souligné dans votre introduction, accueilli les cadres et sahraouis dans le cadre de l'université d'été qu'organise régulièrement le Front Polisario. Et tout cela, si vous voulez, dénote d'une chose, c'est que la force de la cause sahraoui, sa légitimité incontestable, fait que elle trouve écho auprès de tous ceux et toutes celles épris de justice de par le monde et qui sont prêts à défendre la cause sahraoui partout dans le monde et l'ont démontré à maintes reprises. Très bien, merci El Kantibala, merci d'avoir répondu présent ce soir pour revenir sur la brûlante actualité concernant le dossier sahraoui, mais surtout sur ces importantes percées diplomatiques. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Merci surtout à vous. Très chers téléspectateurs, quant à vous, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Je vous donne rendez-vous prochainement et n'oubliez pas, prenez soin de vous.